Les terres ont-elles été réellement vendues à Mouchi Pintan dans le territoire de Bagata et à quel prix? Jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, personne ne nous brandit le contrat de vente advenu entre Cap Congo et la province du Kwilu. Certains même disent non, c'est Mazenga qui bloque parce que celui qui est là-bas est du Palou. Mais moi, je m'en suis moqué. Si au Kwilu, c'est Mazenga qui bloque, qu'en est-il du Nord-Ubangi? Mais notre bilan est largement positif. Parce que vous avez fait quoi, monsieur le Non. ministre? Les terres ont-elles été réellement vendues à Mouchi Pintan dans le territoire de Bagata et à quel prix? Où en est-on avec les protocoles d'accord intervenus entre le gouvernement provincial du Kwilu et la société Cap Congo et qui profite réellement la province du Kwilu dans ces processus? Pour en parler, j'ai le réel plaisir de recevoir le ministre provincial en charge de l'énergie et porte-parole du gouvernement, Maître Alpha Louma, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, mon ami Jonathan Messa. C'est un sujet qui défraye la chronique ici dans la province du Kwilu. Tout le monde parle de ces protocoles d'accord intervenus entre la société Cap Congo et le gouvernement provincial. De quoi s'agit-il concrètement? Merci beaucoup. Le gouvernement provincial du Kwilu ne le dira jamais assez. La situation du protocole d'accord intervenu entre la province du Kwilu et la société Cap Congo a été vraiment la bienvenue parce que le chef de l'État, dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024, dans le pilier 6, a promis de l'emploi à la population congolaise. Cet emploi ne peut pas venir du ciel, mais plutôt de la relance de l'économie, de la promotion de l'industrie dans chacune de nos provinces. Ainsi, c'est dans cette optique que la province du Kwilu a résolu conclure avec la société Cap Congo un protocole d'accord sur l'exploitation des terres dans le village Mouchi Pintan. On parle de Mouchi Pintan, ça c'est vrai, mais ça vous prend le groupement Mouchi Pintan et le groupement Mundaï, entre le village Bonkoulou et le village Kisakinda. Dans ce protocole d'accord, il s'agit de l'exploitation des terres, jadis réservées au projet de la sucrerie de Mouchi Pintan, qui date de 1954, et même à 1957, quand ils ont construit les maisons là à Mouchi Pintan, par la société Ondes. La société Ondes, c'est celle-là qui a bénéficié de ces contrats à l'époque et de la cession de ces terres. Alors, le gouverneur Itundala, à son temps, avait signé ces protocoles d'accord d'abord parce que dans le projet, Cap Congo doit promouvoir jusqu'à 10 000 emplois, tous postes confondus, et que la province du Kwilu, étant une province à vocation agro-pastorale, nous n'avons que nos terres pour amener le développement chez nous. Donc c'est à ce titre que la province du Kwilu a résolu signer le protocole d'accord avec la société Cap Congo, qui portait sur l'exploitation de terres, comme je l'ai dit, et également la réhabilitation de tout ce qu'il y a comme infrastructure là-bas. Les maisons jadis laissées par la société Ondes, les routes entre nos différents villages, le centre de santé qu'il faut construire, les écoles, le marché public. Donc vraiment, il y a beaucoup d'infrastructures que Cap Congo doit pouvoir construire dans la contrée en échange du contrat signé entre la province du Kwilu et la société Cap Congo. Aujourd'hui que tout le monde parle de la vente de terres, le gouvernement provincial, le gouverneur sortant, Willy Itundala, aurait vendu des terres à Mouchi Pintan. À quel prix, monsieur le porte-parole du gouvernement? Il revient, au fait, nous en droit on dit, la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Il revient à ceux qui allèguent le fait selon que Itundala a vendu des terres, de nous apporter de preuves. Jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, personne ne nous brandit le contrat de vente advenu entre Cap Congo et la province du Kwilu.
Personne ne vous brandit un quelconque contrat d'amphithéose de 42 000 hectares signé par le gouverneur Itundala. Il n'y en a pas. Ce qu'il y a, juste de la jalousie. Les gens qui font la politique politicienne juste pour leurs intérêts privés. Tous ces politiciens qui font de bruit à Mouchi-Pentan, vérifiez bien, chacun d'eux a une petite portion de terre qu'ils protègent, qu'ils ont acquis depuis un temps et qu'ils n'ont pas su mettre en valeur. Nous, en tant que gouvernement, nous avons des jeunes qui terminent à l'université, qui ont besoin de l'emploi. Le chef de l'État nous demande, nous, gouvernement, dans chacune de nos provinces, de donner de l'emploi, surtout aux jeunes. On va y arriver en impliquant les investisseurs et surtout dans le cadre du partenariat public-privé. Et donc, si vous parlez de ces protocoles d'accord, c'est une cession des terres, c'est à titre gratuit parce que nous avons parcouru ces protocoles. Nulle part on a vu être mentionné un quelconque montant. Comment ça se passe avec la société? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture, le développement rural, le PSP, la santé sont des secteurs qui ont été rétrocédés aux provinces. Donc, les différentes provinces ont le monopole de décider dans ces 4 secteurs. C'est à ce titre que nous, gouvernement provincial du Kulu, qui avons le monopole de décider dans l'agriculture, avons décidé d'octroyer l'exploitation de ces terres-là à Cap Congo. Et si vous lisez bien le protocole, on dit dans le strict respect des textes légaux et réglementaires en la matière. Donc ça veut dire que nous, province, on signe le protocole pour dire que venez avec le moyen, utilisez nos terres dans le 25 ans, mais en échange, voici ce que vous allez nous donner. Vous allez réhabiliter les maisons là-bas, vous allez donner de l'emploi aux Congolais à la hauteur de 80%. 20%, bon, c'est pour, parce que vous savez, ces gens-là, quand ils amènent leurs capitaux, ils imposent par moment des conditions, mais nous, on a mis des garde-fous. Aujourd'hui, il est vrai qu'à la conclusion de ce protocole d'accord, il y a eu certaines petites erreurs que nous allons pouvoir corriger, notamment la non-utilisation des engrais chimiques. Nos terres sont des terres, en Mouchi-Pentan, vous trouvez des terres depuis la création du monde qui n'ont jamais connu une quelconque ou une quelconque machine. Ça n'a jamais été exploité. Alors nous, on n'accepterait pas que ces gens-là viennent avec des engrais. Ça a été clairement dit et je crois qu'un avenant sera signé quant à fait. Il y a eu également, parce que bon, les gens crient, hein, mais ces terres-là sont des terres qui ont été cédées à l'État depuis. Donc, il n'y aurait pas eu indépendance en 1960, on allait nous amener une sucrerie. Déjà en 1984, Kamitatou Massamba, à cause de la négativité de nos frères de l'autre côté, qu'on a raté la sucrerie en 1984, quand Kamitatou Massamba, fils maison, était ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, on a la sucrerie à Kisangani, je crois, l'Otoki là. Le matériel et le consort sont ce qui était destiné à la sucrerie de Mouchi-Pentan. On a amené à Kisangani parce que, un peu comme aujourd'hui, les gens vous crient, vous amenez, vous ne voulez pas de Cap Congo. Mais qu'est-ce que vous nous amenez en échange? Rien. Nous avons cette électricité depuis il y a 30 ans aujourd'hui. Le 30 octobre 1993, on était encore gosse, c'est le jour où on a lancé le courant Binga, ici à Bandundu. Nous, on a jugulé. On s'est dit c'est le développement ou rien. Mais voilà que nous avons un atout majeur, l'électricité. Est-ce que c'est la compétence du gouvernement de province de céder une telle étendue de terre? Parce qu'on parle quand même de 42 000 hectares. Je voudrais ici attirer l'attention des juristes. Vous êtes au courant qu'il y a des notables qui ont été voir la ministre nationale pour parler de la question, parce que ça fait un débat juridique. Mon cher ami, sur le plan de droit, moi qui vous parle là, je suis avocat. Je ne suis pas seulement juriste, mais je suis avocat. J'ai bien suivi mes enseignements de la première année graduat en 2e licence. Ainsi, je vous dis, personne de tous ceux qui font de bruit ne vous brandira un contrat d'amphithéose de 42 000 hectares, du reste, signé par le gouvernement. Il n'y a pas eu 42 000 hectares. Le gouverneur Itundala n'a pas signé un contrat d'amphithéose de 42 000 hectares. Je sais que ceux qui font de bruit, là, ceux qui font de bruit font allusion à ce que nous, en droit, on appelle la règle de compétence. C'est l'article 193 de la loi dite foncière. C'est-à-dire qu'on vous dit,
que sur l'Assemblée nationale, sur le président de la République, sur le ministre des Affaires foncières, c'est le gouverneur de province et enfin le conservateur. C'est une loi que je maîtrise par cœur. Ainsi, je le dis sans peur d'être contredit, personne, et alors personne ne vous brandira un contrat de location, pardon, un contrat d'amphithéose signé par Itundala à la hauteur de 42 000 hectares. Il n'y en aura pas. Si on doit vous poser une question, monsieur le ministre, on a signé, quelle étendue de terre la société Cap Congo va réellement occuper? Parce que vous dites ici que ce n'est pas 42 000 hectares et il n'y a même pas un contrat d'amphithéose. Vous m'avez parlé de notables. Non, mais soyons sérieux. Parmi ces notables-là, vous trouvez certains, ils ont été députés nationaux. Ils ont du mal à rentrer dans leur circonscription parce qu'ils n'ont pas de discours. Ils n'ont rien donné à leur population. Certains n'ont jamais été dans le Kwilu. D'autres, à Bandundu, ils ne connaissent même pas le chef de leur province. Mais ils se font passer pour notables à Kinshasa parce qu'aujourd'hui, en mal de positionnement, ils veulent faire parler d'eux. Moshi Pentan date d'avant 1960. Ces terres-là ont été concédées depuis 1960 à la société Ondes, une société belge à l'époque. Ce qui fait que vous trouvez le centre à Moshi Pentan, mais le village, c'est Mouché, qui est à 2 km de Moshi Pentan. Donc, le blanc qui a bénéficié de ces terres-là est parti de Mouché pour là où on appelle aujourd'hui Moshi Pentan. Alors, le gouverneur de province, déjà, le gouverneur Nambu, qui a commencé avec la décentralisation chez nous en 2006. En 2008, il avait cédé ces terres-là, ces mêmes terres, à la société Platinum, une société israélienne, à la hauteur de 100 000 hectares, s'il vous plaît. 100 000 hectares. Vous criez de la compétence aujourd'hui parce que vous faites allusion à la loi dite foncière, mais je vous dirais que le gouverneur Ndambo, en son temps, il n'y avait pas encore vos histoires des réseaux sociaux pour que les gens vous écrivent des choses, même s'ils ne maîtrisent rien, avait cédé 100 000 hectares. Le gouverneur Commission avec qui j'ai travaillé, a également cédé 58 000 hectares. Il n'y avait pas vos bruits ici parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et il n'y avait pas de politiciens en mal de positionnement qui veulent se faire entendre. Et qui naviguent qu'à contre-courant. Et ils ne sont que là où il y a la logique. Donc, en fait, ils vont à l'encontre de la logique. Mais se faire entendre, il y a une histoire récente pour qu'on sente qu'ils sont encore là. Il y a une histoire récente. Cap Congo a été dans la province de Tchopo. Vous avez appris ce qui s'en est suivi. Il y a eu des conflits, semble-t-il, qui seraient attribués à la société, à ses activités. Quelle garantie avez-vous aujourd'hui pour rassurer la population de Bagata que ce qui s'est passé à Tchopo ne va pas se répéter dans le territoire de Bagata au Kwilu? Ce qui s'est passé à Tchopo, c'est la cupidité de chefs de terre et de chefs de groupement. Les gens, ils crient aujourd'hui. Mais allez derrière nos maisons, dans nos villages-là. Les terres qu'il y a là-bas ne relèvent plus de la compétence de nos populations. Ils ne peuvent plus travailler derrière leurs maisons parce que ces terres-là ont été concédées à des fermiers par des chefs de groupement. Donc, à la Tchopo, je viens de le dire, c'était un problème entre les différents chefs de terre et de groupement qui ne savaient pas partager le droit coutumier et les frais donnés par rapport à la cession des terres. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce qu'il y a, c'est que dans le 42 000 hectares, aucun village n'a connu la transplantation. Les terres destinées à l'agriculture de subsistance et à l'élevage ont été préservées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez à Moshi Pentan, vous verrez le paisible citoyen aller au champ, comme d'habitude. Mais vous dites que les terres ont été préservées, mais on voit la société Cap Congo débarquer. Les fermiers commencent à se plaindre. Apparemment, ils ont été pris par surprise. Ils n'étaient même pas informés des activités qui vont se dérouler. À quel niveau vous en êtes avec eux aujourd'hui? Le fermier, déjà, en son temps, quand le gouverneur Itundala m'avait dépêché pour parler au chef de groupement Sawa, paix à son nom parce qu'il est mort, le chef Sawa, de triste mémoire, m'a dit que tous ces fermiers que vous voyez là, je préfère le dire à Kikongo comme il le disait, il dit, nous pesabo banganda kwanga. C'est-à-dire qu'ils sont là de façon éphémère. Si jamais il y a un projet de développement, ils vont partir. Et c'est moi, votre humble serviteur, notable du coin, je ne suis pas n'importe quel notable, notable du coin, qui me suis battu pour que les fermiers aient l'indemnisation.
Parce que pour Cap Congo, ce sont des terres... parce que le chef Ambouya et consort de l'époque avait déjà pris leurs droits coutumiers par rapport à ces terres-là. On ne paye pas par 2 fois un droit coutumier. Mais si aujourd'hui, j'accepte même qu'on paye les droits coutumiers aux chefs actuels, j'accepte même qu'on indemnise le fermier, c'est pour préserver la paix. C'est juste pour préserver la paix. Mais en réalité, ce sont des terres qui devaient rester incultes. Parce que ce sont des terres qui ont été réservées pour l'agriculture intensive. Mais apparemment, par rapport au fermier, la question, c'est-à-dire que sous la médiation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Haï, Félicien Kiwai, et également l'apport vraiment incommensurable de l'honorable Eric Kinzambi, Cap Congo et le fermier avaient signé un protocole d'accord sur l'indemnisation de chacun de l'investissement des fermiers au regard de ce qu'on a trouvé sur place. Et je crois que dans les jours qui suivent, Cap Congo va indemniser chacun d'eux parce que l'accord de principe a été conclu et signé. Donc aujourd'hui, les fermiers n'attendent que l'indemnisation de ce qu'ils ont comme investissement sur terre. Voilà. Alors, les fermiers attendent l'indemnisation, mais pourquoi le gouvernement provincial ne prévoit-il pas un processus plus inclusif, réunir ces quelques notables qui sont en train de dénoncer encore, faire la lumière sur les dossiers et converger tout le monde vers les projets qui devra notamment commencer l'exécution? Moi, je crois que ces notables-là, ce qu'ils devaient faire, c'était se référer, un peu comme l'a fait la ministre des Affaires foncières, au gouverneur de province. Personne de ces notables-là n'a appelé le gouverneur pour savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et nous, on a estimé qu'il n'était pas suffisamment informé. Parce que le jour où on a reçu le fermier à la Maison-Blanche, la réunion présidée par le gouverneur de province entre le fermier Cap Congo, il y avait toutes les couches de la société. On avait nos amis de la sécurité, on avait les notables étaient dans la salle, les notables d'ici, ils étaient dans la salle. Chacun avait eu la raison. Et puis, on a appelé ici l'administration foncière dans l'ensemble, et même l'inspecteur provincial de l'agriculture, qui a éclairé la lanterne de tout le monde sur l'appartenance de ces terres-là à l'État jusqu'aujourd'hui. Ainsi, chef Sawa me disait qu'ils sont là juste pour la subsistance. Mais dès qu'il y a un projet de grande envergure, ils partiront. Alors nous, on s'est dit, certains entre eux ont investi, ils peuvent pas partir comme des petits gens. Il faut quand même une indemnisation. Et vous savez, avec moi, vous avez fait le droit, l'on ne peut indemniser que lorsque on est sur le domaine privé de l'État et que l'État veut investir sur ces terres-là. Mais nous sommes dans le domaine public de l'État, mon cher ami. Là, ça ne se pardonne pas. Donc, le gouverneur prend juste une décision de désaffectation. Si vous êtes parti. Alors, moi, je ne veux pas entrer dans le débat de droit. Ceux-là qui veulent le débat de droit, on le fera. Mais je reviens sur le document. Parce que je n'ai pas fait de... J'ai fait le droit dans une grande université où on m'a appris tout ce que ces gens-là racontent. Donc, je reviens sur le document, monsieur le ministre. 180, vous ne nous avez pas répondu à la question de savoir est-ce que ces terres ont été concédées à titre gratuit ou c'est à un prix. Vous avez lu le protocole d'accord? Parce que nulle part, on vous a mentionné le montant. La province n'a pas vendu de terres. Nous sommes dans un partenariat public-privé et gagnant-gagnant. On a mis des garde-fous. On a donné la terre pour exploitation. Et en revanche, vous avez lu le protocole, on a dit, vous ferez ça, ça et ça. Si Cap Congo ne... Quel est l'intérêt de la province dans ces protocoles? L'intérêt de la province, c'est que nous, en tant que l'État, on doit amener le développement. Le développement a un prix à payer. Et tout ce qui se passe ici, tout ce bruit, les menaces de mort que je subis nuit et jour, ça rentre dans le cadre de prix à payer pour le développement. Les Lumumba sont partis. Ceux qui ont créé le chemin de fer Matadi Kinshasa, ils sont morts, ils sont partis. Mais nous, on en bénéficie aujourd'hui. Donc, nous crions aujourd'hui développement. Nous faisons face à des politiciens qui préservent leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt public. Malheureusement, ils sont écoutés, ils sont entendus.
Parce que, bon, le développement a ses méandres. Parmi ces méandres, c'est entre autres tout ce que nous avons comme agitation de part et d'autre. Mais nous, comme gouvernement, on s'est dit, on ne peut pas développer une province sans investisseurs. On ne peut pas parler de l'emploi sans la promotion de l'industrie. Alors, nous avons tous les atouts. Aujourd'hui, Mumbai et Pentam auront le courant d'Inga grâce à Cap Congo. Vous faites la route Congo ici, vous verrez qu'il y a la latérite partout. Mais c'est Cap Congo. Nous, gouvernement provincial, on n'a pas défalqué, même pas un franc. Depuis plusieurs années, hein, que ce soit la mairie de Bandundu, le gouvernement provincial, c'est le siège des institutions. Oui, mais un voyage de 1000 km commence par un pas. Vous êtes à la Maison Blanche, mine de rien. Il est 19h passé, bientôt ça fera 20h. Vous tournez cette émission à la Maison Blanche. Kamisendou qui nous a emmenés ici, il pourra ne pas se retrouver. Vous comprenez? Donc, un voyage de 1000 km commence par un pas, qui assure les affaires courantes. Nous avons commencé par là et on ira loin. À Kikwit, la route Kanzombi aujourd'hui, les travaux évoluent très bien. C'est un grand dossier. Quel dossier? Parce que l'argent serait déboursé de la caisse de la province à plusieurs fois et que les travaux n'auraient jamais commencé. Là encore que le gouverneur a lancé il y a près de 2 mois, je me souviens, et on se pose des questions si ça arrivera à la fin. Non, je t'ai dit qu'un voyage de 1000 km à pied commence par un pas. Le tronçon Kanzombi Kikwidé, ça date de très longtemps. Très longtemps. Le gouverneur Itundal avait mis lancé les travaux. Vous savez combien on arrête par après? D'une souris. Mais nous, on a lancé les travaux jusqu'aujourd'hui, vérifié à Kikwit. On vous dira que les travaux continuent à être exécutés. Il est vrai qu'on utilise des engins de l'office de route. Par moment, ils ont d'autres projets à exécuter. Mais la province débourse de moyens pour le carburant. Et ceux qui vivent les environs peuvent vous dire que les travaux sont en train d'être exécutés. Et on a exécuté une très bonne partie. Si on doit revenir au sujet, monsieur le ministre, vous dites que il y a eu un compromis avec les fermiers et que d'un point de vue juridique, le gouvernement provincial est dans le droit de poser des actes tels que nous les constatons aujourd'hui. Mais à quand les débuts effectifs des activités de la société? Et à quelle phase elle se trouve aujourd'hui? Bon, elle est à la phase d'implantation, comme on dit. Mais bon, c'est la saison B qui commence. Ils ont quand même labouré un bon espace où il n'y a pas trop de bruit, à titre expérimental. Parce que ce que les gens oublient, nous on est chanté par le pays voisin pour le maïs. Hein. Ceux qui vivent à Lubumbashi et dans les Katanga, même dans les Kasaï, vous le diront. Alors, on a résolu avec Cap Congo, résoudre tant soit peu ces problèmes-là. Il est vrai que dans le cadre de l'implantation de Cap Congo, il y a eu beaucoup de couacs. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit résoudre le problème, régler les petites erreurs commises, que de demander à Cap Congo de partir. Non, mais Cap Congo part aujourd'hui. Vous la remplacez comme entreprise par quelle autre? Donc, vous voulez que nous restions avec nos terres arables, non cultivées, et on s'est dit qu'on est riche, on est province agro-pastorale. Non. Le projet village agricole n'avait pas réussi. Bon, la province n'a pas de moyens pour financer l'agriculture. Alors, nous, on fait recours à des partenaires tout en se référant à la loi sur le partenariat public-privé. Et nous mettons des garde-fous parce qu'on ne va pas accepter que ces gens-là, qui sont venus pour l'agriculture, fassent autre chose. Non. J'ai entendu quelqu'un dire non, ils sont venus pour les minéraux. Non. Je suis moi-même ministre de Mines. Je vous dirais que le territoire de Bagata est parmi les territoires miniers de notre province. Mais il se pose un problème d'études. J'ai frappé à plusieurs portes à Kinshasa pour demander les études dans le Kwilu. Personne ne m'a répondu. Je suis en train de faire 5 ans comme ministre de Mines. On n'a jamais eu un investisseur qui peut financer les études de minerais dans le Kwilu. Non. On est sur 14 minerais, voulais-je dire. Cassitérite, diamant, coltan, manganèse. On a tout ça dans le Kwilu, surtout à Bagata ici. Dans la rivière Wamba, Kasaï ici, tout ça. On a tout ça. Mais qui de tous ces notables-là
a eu l'occasion d'aller frapper à des portes pour que nous ayons, un peu comme au Katanga aujourd'hui, ceux qui exploitent au Katanga, ils bénéficient des études opérées il y a longtemps. Les gens ont financé les études. Aujourd'hui, on sait être sûr que si on exploitait à Tobert, par exemple, on aura la cassitérite dont on nous parle. Donc, je ne peux pas aujourd'hui amener des investisseurs pour exploiter le coltan vers Fatundu parce que je n'ai que des échantillons. Il me faut des études on parle d'études en fait, parce que l'exploitation peut être artisanale ou industrielle. Alors, il faut des précisions. Il y a un terme qui m'échappe, mais sur le plan minier, il y a un terme, il y a des précisions à obtenir. On n'a pas d'investisseurs qui peuvent risquer, dire bon, je jette mon argent pour les études. Si ça pouvait porter le fruit, tant mieux. Si ça ne marchait pas, tant pis. On reviendra sur le sujet Cap Congo vers la fin de notre entretien. Mais l'actualité dans la province du Kwilu, c'est aussi la gestion de la province par des institutions intérimaires. Vous le savez, il n'y a pas eu élection du bureau définitif à l'Assemblée provinciale du Kwilu. Il n'y a pas eu élection des gouverneurs, pas élection de sénateurs. Suite à ce qui s'est passé à Massimanimba, les élections ont été annulées suite à la fraude, la corruption et toutes ces irrégularités qui ont été constatées. Mais est-ce que cette situation constitue une fête pour le gouvernement provincial? Il s'est dit que vous gérez en électron libre, vous ne répondez à personne, vous ne rendez des comptes à personne. Ah, mais vous savez, la gestion d'une province par un intérimaire ne date pas d'aujourd'hui. Fifi Masuka dans le Lualaba a géré, après le départ de Mouyej, jusqu'à devenir gouverneur à part entière aujourd'hui après l'élection. Masuka a géré la province du Lualaba plus que même Mouyej, alors qu'il n'était qu'intérimaire. Donc, nous bénéficions de ce qui est légal. La loi a voulu qu'après la démission d'un gouverneur, en fait, notre gouverneur a été élu député, au nom de l'incompatibilité de fonctions, il a opté pour l'Assemblée. Et ça crée ce qu'on appelle en droit un vide juridique. Le vide qui a été comblé par la présence d'un vice-gouverneur qui devient de surcroît un gouverneur intérimaire. Alors, quand vous dites que le monsieur gère en électron libre, moi je m'en moque. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le gouverneur Itundala faisait, c'est ce que nous on fait aujourd'hui. La répartition de finances, par exemple, en province. Nous respectons le 40%. Même les députés qui sont venus, qui faisaient trop de bruit quand ils ne l'étaient pas avant. Ils disaient non, 40% c'est trop. Mais tous ces députés-là, qui ont été élus, qui sont là-bas, qui ont siégé, qui ont même mis en place un règlement de l'intérieur, ont encore repris les 40% dans le règlement de l'intérieur. Encore faut-il savoir si ce sont des 40% bruts. Sur le bien, il y a encore mon cher ami, vous avez affaire, ce qui vous arrive. Vous avez affaire à un juriste et à quelqu'un qui est dans cette Maison Blanche ici depuis 2013. Les 40% que nous donnons à l'Assemblée provinciale, bien que les gens disent que nous sommes, nous travaillons en électron libre, nous donnons 40% à l'Assemblée provinciale du Kwilu. Parce qu'aujourd'hui, on dit que vous ne voulez pas faire la lumière par exemple, sur le dossier examen d'État. Aujourd'hui, on dit l'Assemblée s'est plainte. Il semble que le montant auquel elle s'attendait n'a pas été respecté. Le gouvernement qui, malheureusement... Est-ce que vous savez que le gouverneur ici n'est pas redevable à l'Assemblée provinciale du Kwilu? Parce que le bureau qui est là-bas, c'est un bureau d'âge qui n'a que 3 missions. Valider le mandat des députés, rédiger et faire adopter le règlement de l'intérieur, et la troisième, c'est oui, voilà, donc valider le mandat, installer le bureau définitif qu'on attend. Alors, je ne vois pas pourquoi les mauvaises langues peuvent nous traiter de tous les mots en disant que ils travaillent en électron libre, ils décident comme ils veulent. Non. Kila est là, depuis qu'il n'a jamais pris un arrêté. Mais Fifi Masuka, en son temps, gouverneur vétérinaire, avait même changé un gouvernement.
Il a fait le remaniement. Il avait décidé de tout et de rien, comme un gouverneur à part entière. Alors, qu'est-ce que l'on veut? Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a des politiciens avides de pouvoir qui se battent jour et nuit et qui se disent mais comment ce gars-là est encore là. Même le gouverneur Itumela qui nous a cédé ses fauteuils n'était pas très sûr qu'on passerait 2 semaines ou 1 mois ici. Pour lui, c'était très éphémère, donc tout va changer. Alors, tous ces gens qui sont passés, tous ces gens qui attendent de l'extérieur, pour leurs intérêts surtout, pas pour l'intérêt du peuple, se disent que ça traîne trop. Pourquoi ces élections ne viennent pas? Vous savez ce qu'il y a eu? Certains même disent non, c'est Mazenga qui bloque, parce que celui qui est là-bas est du Palou. Mais moi, je m'en suis moqué. Si au Koulou, c'est Mazenga qui bloque, qu'en est-il du Nord-Ubangi? Tout ce que les gens ne savent pas, les élections ont été programmées 20 décembre 2023. Et le budget a été voté pour 2023. Pour 2024, il n'y avait pas un budget pour l'histoire de Massimanimba et de Yakoma. Parce qu'en réalité, la CENI d'autorité a décidé d'annuler les élections à Massimanimba et à Yakoma pour fraude électorale. Mais qu'est-ce que ça vous dit cette situation? Ce qui est bizarre, hein? Tous ceux qui font de bruit, quand vous suivez, je ne sais pas si vous avez des images de Yakoma ou une démarche, je n'ai pas suivi. Mais j'ai vu la situation. À Yakoma, vous avez vu des gens crier comme on le fait dans le Pilou? Je doute fort. Ils manifestent tous à Kinshasa. À Yakoma, non, excusez-moi. Ici, vous avez vu, excusez-moi, vous avez vu ceux qui se font passer pour des jeunes leaders dans cette ville, soudoyés par les politiciens qui ne savent plus attendre pour faire la marche. Donc, apparemment, ça vous met un peu de la pression. Nous l'avons dans cette situation. Mon cher ami, moi qui vous parle, je suis sur 4 arrêtés dans ma vie. 4 arrêtés. Le premier arrêté, c'est celui de Kamisembi. Mais à quoi ça vous dérange que ces jeunes... Le second, c'est celui de Kinyoka. Le troisième, c'est celui de Papi Nyango. Et le tout dernier arrêté, c'est celui de Itundala. Donc, je suis sur 4 arrêtés. Je sais comment on arrive au pouvoir et comment on en sort. Donc, moi, ça ne peut pas me déranger. Monsieur le ministre. Et moi, je sais que... Comment analysez-vous cette situation? Et que les élections traînent à être organisées à nouveau dans le territoire de Massimanimba, la province toujours dirigée par des institutions intérimaires. Est-ce que cette situation va nous profiter réellement? Après, aujourd'hui, on est déjà à plus de 7 mois. Non, mais excusez-moi. Alors que les mandats du gouverneur qui devra venir ne restent presque n'allons pas très loin. Pouvez-vous me dire ce que Balabala de triste mémoire avait réalisé en une année? Malheureusement, c'est excusez-moi. Non, c'est pas grave. Allons-y. En une année, le gouverneur Balabala, qui avait gagné les élections après Kinyoka, qu'est-ce qu'il avait réalisé dans une année? Qu'est-ce que Kinyoka, avec qui j'ai travaillé, avait réalisé en une année? Et une question, qu'est-ce que celui qui viendra après nous réalisera en une année? Mon cher ami, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? La critique est toujours aisée et l'art est très difficile. Je sais que les gens crient. Ils pensent que bon, celui qui viendra après nous aura une baguette magique et il changera le tout. Non. Nous sommes là il y a 6 mois, je ne me trompe pas, non? On est là depuis le mois de mars. Dans 5 mois et demi, bientôt ça fera 6 mois. Mais notre bilan est largement positif. Parce que vous avez fait quoi, monsieur le ministre? Seulement parce qu'il y a aujourd'hui une bonne organisation des Lumières, ça lui quand même au gouvernement. C'est ce qu'on appelle la volonté politique. Ce que la population attend d'une autorité, c'est la volonté politique, la volonté de faire. Nous avons aspiré à la politique pour résoudre le bien-être, de nos populations. Ça, c'était un problème. Vous amenez votre Jeep à la Maison Blanche pour une réunion, vous avez du mal à quitter la Jeep pour la salle. Vous avez une chaussure mouillée et puis bouée. C'est bon? Alors, ça, c'est un problème qu'on a résolu. Mais qu'est-ce que la population gagne dans tout ça? Oh, la population, mais ceux qui viennent ici à des réunions ne sont pas... Alors que la population. Attendez, c'est même pas 1 kilomètre. N'allons pas loin. On aura, je pense, la lumière 60 et quelques, 63 ans, 64 ans. Excusez-moi, tout ce que les gens oublient, hein, il est vrai que Bandundu est le siège des institutions, mais Bandundu est également une ville qui est gérée. Il y a un maire de la ville qui se cache derrière le gouvernement, alors que celui qui a qui quitte, c'est bas. Parce que vous ne donnez pas aussi d'impulsion, monsieur le ministre. Non, qu'est-ce que vous comprenez par l'impulsion? C'est les sièges des institutions, on voit quand même
bien aménagée chez elle. Et dans le chef-lieu, on voit comment les avenues sont en train de revêtir. Moi, ces proverbes qui dit que voilà qui n'a pas vert. Non, non. Voilà qui n'a pas vert, ça c'est un discours que moi, personnellement, je n'accepterai pas. Je suis ministre d'un gouvernement. Il revient au gouverneur de se battre pour mobiliser les moyens et réaliser tant soit peu les actions au regard de moyens mis pour sa politique. C'est bon? Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour éviter la fraude fiscale, permettre à la province de mobiliser des moyens et envisager la réalisation de grands travaux. Déjà, on va commencer avec l'avenue Congo. Hein? Il est vrai que ce que nous avons envisagé faire, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait, mais on va corriger à côté de la Banque centrale. C'était impraticable, vous ne pouvez pas. Là, c'est encore, on appelle ça lac Moussengo. C'est d'ailleurs le nom de la ville qui a été attribuée. Voilà, donc on appelle ça lac, mais lac Moussengo aujourd'hui n'existe plus. Merci, ça n'existe plus du fait de Kiwai. Nous sommes talonnés par la situation géographique. Je ne sais pas si c'est géographique, le climat, pardon. Et donc nous devons atterrir. Qu'est-ce que la population de Bandundu doit retenir du protocole d'accord Cap-Congo, gouvernement provincial du Kwilu? Je voulais rectifier un peu, c'est vraiment pas Bandundu, c'est la population du Kwilu dans l'ensemble. Merci. Parce que c'est la province du Kwilu qui s'est engagée. Ouais. Je voudrais ici apaiser le zan pour dire que le protocole d'accord signé avec Cap-Congo, ce n'était pas pour vendre la province, non. Ce protocole a été signé pour, primo, donner de l'emploi à nos jeunes et relancer notre agriculture, notre économie de surcroît. Parce que la croissance économique, on ne peut pas parler de croissance économique sans industrie, sans entreprise. La ville de Bandundu aujourd'hui, à tort, s'est fait passer pour une ville administrative, alors que dans cette ville, il y a eu d'industrie. Nous avons connu ici la Sobraban, nous avons connu ici Sekae, on a connu Onatra. Donc c'était une ville industrielle. Donc ceux qui pensent que la ville de Bandundu est une ville administrative se trompent. Nous avons le courant qu'on n'a pas ailleurs. Nous avons de l'eau qu'on recherche au Tchad. Alors, pourquoi on doit demeurer dans la misère? Pourquoi faire la politique pour donner 10 000 francs, 20 000 francs à des jeunes, alors que vous pouvez promouvoir de l'emploi, de l'industrie et donner l'emploi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de Cap-Congo? Retenons que Cap-Congo est venu pour le développement. Et la province du Kwilu, afin de relancer l'économie dans sa province, a décidé de faire appel aux investisseurs dans le cadre du partenariat public-privé. Merci beaucoup. C'était pour nous un grand plaisir de faire le point sur les deux sujets d'actualité. Merci, monsieur le ministre, d'être venu. Je vous en prie. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Au revoir.